RFI, il est minuit et demi à Paris, 23h30 à Libreville, 22h30 en temps universel. Fidèle au poste, c'est Zéphirin Quadio que vous retrouvez pour la dernière édition d'Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition au Gabon, 9 jours après la réélection d'Ali Bongo, l'opposant Jean Ping saisit la Cour constitutionnelle. La réélection contestée du président Ali Bongo avait déclenché des émeutes meurtrières et des pillages massifs. En RD Congo, le dialogue entre le pouvoir et une partie de l'opposition se poursuit. Ce jeudi, pas de débat, mais une série d'exposés sur les principaux thèmes retenus pour ce dialogue national. Dialogue national voulu par le président Joseph Kabila. Et puis l'état de Borno au Nigeria, théâtre d'affrontements entre deux factions rivales du groupe Boko Haram. Des combats qui opposent des hommes d'Aboubacar Shekau à ceux de son successeur Abou Mossab al-Barnawi. La Côte d'Ivoire ouvre ses frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria, frontières fermées il y a 2 ans en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévissait chez ses deux voisins. Nous entendrons la ministre ivoirienne de la Santé. Et puis juste après le journal, Xavier Harel, co-auteur d'un ouvrage intitulé Scandale des biens mal acquis, les milliards volés de la France-Afrique, sera l'invité d'Afrique Soir. Avec lui, nous reviendrons sur le renvoi en correctionnel du fils du président équato-guinéen. Oui, au Gabon, c'était donc aujourd'hui la date limite pour déposer des recours devant la Cour constitutionnelle après la présidentielle du 27 août dernier. Et on l'a appris en début de soirée, le candidat Jean Ping a fait déposer un recours. Et sans surprise, Laura Martel, ce recours concerne la province du Haut-Ogooué. Oui, le recours déposé à 15h15 heure locale par l'avocat de Jean Ping ne concerne effectivement que cette province qui cristallise la contestation de l'opposition. Dans ce bastion d'Ali Bongo, le chef de l'État sortant a obtenu plus de 95% des voix avec près de 100% de participation. L'opposition demande donc un recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote dans cette province. Mais le camp Jean Ping craint que la Cour constitutionnelle soit biaisée, Laura. Il a donc demandé des garanties pour s'assurer que ce recomptage soit transparent. Et à commencer par une confrontation des procès-verbaux que l'opposition détient avec ceux de la commission électorale et des autres partis. Mais elle réclame surtout cette opposition que ce recomptage se fasse sous le regard de représentants de l'opposition et de la majorité, mais aussi d'experts internationaux, en particulier des observateurs de l'Union européenne. Le porte-parole du PDG, le parti au pouvoir, de son côté, estime que la présence de ces observateurs ne figure pas dans leur mission telle qu'établie avec les autorités gabonaises. Léandre Anoué-Kiki indique aussi ne pas comprendre la demande de confrontation des procès-verbaux puisque ces PV ont déjà été signés par des représentants de la majorité comme de l'opposition, dit-il. Le porte-parole explique enfin que la majorité n'a pas déposé de recours puisqu'Ali Bongo a été déclaré vainqueur, mais que celui déposé par Jean Ping lui donnera l'occasion non seulement de montrer que les résultats du Haut-Ogooué sont conformes à la réalité, mais aussi de présenter des preuves, selon elle, de manipulation de l'opposition dans certains fiefs de Jean Ping. Merci Laura Martel pour cet éclairage. Et c'est dans ce contexte que l'on attendait pour demain à Libreville, vendredi, à Libreville, une délégation de chefs d'État africains, une délégation qui finalement ne viendra pas. Oui, c'est le gouvernement gabonais qui l'a annoncé cet après-midi. La venue de la délégation de l'Union africaine est reportée sine die. Les précisions de Léa-Lisa Vesterhoff. Raison invoquée pour ce report, des questions d'agenda des chefs d'État. Le président de l'Union africaine, Idriss Déby, rentrait tout juste du Soudan, le Sénégalais Macky Sall du Pakistan. Mais plus que les difficultés logistiques, c'est le mandat de la mission des chefs d'État africains qui aurait posé problème. Comme l'analyse un diplomate de la région, Idriss Déby attendait un message fort d'acceptation de sa mission, l'assurance que les deux partis, pouvoir et opposition, seraient prêtes à dialoguer, qu'il y ait véritablement besoin d'un facilitateur. Un signal qui visiblement n'est pas arrivé. Le porte-parole du gouvernement gabonais s'était dit prêt à accueillir la délégation de chefs d'État au nom de l'hospitalité africaine, mais avait dès le départ rejeté toute possibilité de médiation. Et tout à l'heure encore, le ministre gabonais des Affaires étrangères, Emmanuel Issoze Ngondé, l'a dit dans sa conférence de presse. Il n'y a pas de situation humanitaire et sécuritaire explosive qui justifierait une intervention internationale. Dans l'immédiat, l'option d'une médiation africaine à la crise gabonaise semble donc bel et bien rejetée. Voilà, explication signée Léa-Lisa Vesterhoff. Et direction la RD Congo où le dialogue politique entre le pouvoir et une frange de l'opposition se poursuit. Mais ce jeudi, pas de débat. Experts et membres du gouvernement ont enchaîné les exposés et plusieurs thèmes retenus pour ce dialogue national ont été abordés. Il s'agit notamment des mesures dites de décrispation, la sécurisation du processus électoral ou encore le budget des élections. Mais le plus gros point d'achoppement, Sonia Rollet, c'est le calendrier électoral.
Oui, après le fichier électoral, la deuxième question qui fâche, c'est l'ordre d'organisation des élections. Le président de la commission électorale, Corneille Nangaa, a présenté 3 options. La présidentielle couplée avec les législatives, c'est celle privilégiée par l'opposition et la communauté internationale. Commencer par les élections locales et provinciales, c'est le choix de la majorité. Et la dernière option, ce serait de coupler toutes les élections en un jour. Le général Sangaré, expert de la francophonie, s'est également exprimé. Il a entre autres donné des délais pour l'organisation de chacun de ces scrutins, en admettant que le fichier électoral soit prêt, 105 à 135 jours pour la présidentielle, 182 pour ce qui est des législatives, 278 jours s'il faut commencer par les élections locales. C'est ce qui ressort du rapport conjoint OIF-Nations Unies. C'est dangereux de parler de délai, répond le président de la CENI. Lui-même se dit dans l'impossibilité de faire des promesses sans connaître les orientations des participants au dialogue national. Pour la délégation de l'opposition, en tout cas c'est clair, il faut la présidentielle d'abord et au plus vite pour éviter toute possibilité à Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir. C'est même une ligne rouge, dit son porte-parole. La majorité, en revanche, considère que les élections locales constituent un arriéré démocratique dans le pays et qu'il faut donc les privilégier. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Et notez que le ministre de la Justice a promis au cours des exposés de ce jeudi de signer un arrêté pour remettre en liberté les personnes déjà amnistiées. Selon le co-modérateur de l'opposition, Vital Kamerhe, qui présidait cette session, il aurait également affirmé que certains détenus sur la liste des prisonniers politiques de l'opposition, et notamment ceux détenus au Katanga, seraient libérés comme ceux de la Lucha. Par ailleurs, le ministre de la Communication, Lambert Mende, a également expliqué que sur la dizaine de médias toujours fermés, certains étaient accusés d'intelligence avec les ADF, les rebelles ougandais accusés d'être responsables des tueries de Beni. D'autres, en revanche, sont fermés pour des raisons administratives ou un problème de non-paiement de redevances, et il leur propose de se rapprocher de lui pour négocier un échéancier. Voilà pour les annonces concernant les mesures de décrispation. Et puis toujours en RD Congo, l'inquiétude de l'UDPS suite au déploiement des policiers autour de son siège. Le parti d'Étienne Tshisekedi parle d'un nouvel acte de provocation et d'y craindre pour l'intégrité physique de ses dirigeants. L'actualité en RD Congo, ce sont également ces nouveaux affrontements à Nyunzu dans la province du Tanganyika depuis le 30 août, et un discours incendiaire d'un député national appelant les Luba à se prendre en charge. Le conflit a repris entre Pygmées et Luba. Les autorités promettent des sanctions, mais en attendant, 2 militaires auraient été blessés par des flèches, faisant craindre une nouvelle escalade. Jusqu'ici, les victimes étaient pour l'essentiel des Pygmées. Le bilan reste encore provisoire, mais on parle déjà de plus d'une dizaine de blessés confirmés et des morts. Le conflit entre Pygmées et Luba avait fait des centaines de morts et des milliers de déplacés entre 2013 et 2015. Un procès pour génocide et crimes contre l'humanité est en cours devant la justice congolaise. Et puis Londres annonce le déploiement de 100 soldats supplémentaires au Soudan du Sud, annonce faite ce jeudi par le ministre britannique de la Défense à l'issue d'une rencontre à Londres sur les missions de paix de l'ONU. Le ministre estime que cet important déploiement fait partie de la stratégie du Royaume-Uni pour lutter contre l'instabilité qui conduit aux migrations de masse et au terrorisme. Soumis à une intense pression diplomatique du Conseil de sécurité de l'ONU, le président sud-soudanais Salva Kiir et son gouvernement ont donné dimanche leur accord au déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires et de la force régionale dans leur pays. Au Nigeria, des combats ont été signalés dans l'état de Borno entre 2 factions rivales au sein de Boko Haram. Je vous le disais en titre, ces combats remontent à la semaine dernière, mais n'ont été confirmés qu'au cours des derniers jours. Les affrontements opposent les hommes d'Aboubacar Shekau, limogé le mois dernier par l'organisation État islamique, et ceux de son successeur, Abou Mossab al-Barnaoui, le fils du fondateur historique de Boko Haram, Mohamed Youssouf. Les combats étaient inévitables, selon le politologue camerounais Mathias Owana Ngini. Les partisans de Shekau ne pouvaient pas accepter la redistribution du pouvoir au sein du réseau islamiste en faveur de la tendance d'Al-Barnaoui, parce que c'était consacré l'avènement d'un nouveau commandement. C'est pourquoi, de manière quasiment automatique, on voit aujourd'hui ces factions-là s'affronter pour le contrôle du commandement de Boko Haram. Ce qu'on sait, c'est que la tendance d'Al-Barnaoui est surtout concentrée dans la région du lac Tchad, alors que celle restée fidèle à Shekau, plutôt dans le Borno et notamment dans le fief historique de Boko Haram, qui est la forêt de Sambisa. Mais il n'y a pas de données vraiment rigoureuses pour avoir la vérité stricte de cette situation-là.
Mathias Owona Ngini, chercheur à la Fondation Paul Angoela, joint par Michel Arsenault. Et puis on en vient à cette sinistre découverte au Mali, une tête sans corps retrouvée en début de semaine dans la région de Tombouctou. Et ce n'est pas la première découverte du genre ces derniers temps. La piste d'Al-Qaïda au Maghreb islamique est la première évoquée, mais il pourrait également s'agir de règlement de compte au sein de la communauté arabe de la région. Les précisions de David Bachet. C'est la tête d'un commerçant arabe enlevé en mars dernier près de Tombouctou qui a été retrouvée fraîchement coupée. Une information confirmée par plusieurs représentants communautaires arabes et par le bureau de la mission des Nations Unies dans la région. Le mois dernier, un ami de ce commerçant avait été enlevé à son tour et un corps sans tête avait été retrouvé dans la même zone. Tous les représentants communautaires interrogés accusent Al-Qaïda au Maghreb islamique. Un proche du commerçant décapité croit même savoir qu'AQMI lui reprochait de collaborer avec les renseignements mauritaniens, ce que ce proche ne confirme pas. Selon la mission onusienne, la seconde personne enlevée était connue pour son implication dans le trafic de drogue. En janvier dernier, le corps et la tête d'un Touareg de la région de Tombouctou avaient été retrouvés à une centaine de kilomètres de distance. Déjà, les habitants de la zone pointaient la responsabilité d'AQMI. À plusieurs reprises, le groupe djihadiste a averti que ceux qui collaboreraient avec les forces maliennes ou internationales présentes dans le pays seraient punis, mais aucun de ces actes n'a été revendiqué. Un cadre onusien met en garde. Tout le monde accuse AQMI, mais il pourrait aussi s'agir de règlements de compte liés au narcotrafic ou à des affaires d'argent. Explication signée David Bachet. Également dans l'actualité, l'explosion de 2 voitures piégées ce jeudi à Tripoli. Pas de victimes. Ce sont les premiers attentats à frapper la capitale libyenne depuis un an. Selon un responsable des services de sécurité, le double attentat n'a pas été revendiqué. Et puis, des ONG dénoncent l'indifférence des autorités tunisiennes et libyennes sur le sort de 2 journalistes tunisiens portés disparus depuis 2 ans en Libye. Ces organisations réclament notamment la mise en place d'une commission d'enquête. Sofiane Chourabi, un blogueur et journaliste très actif durant la révolution tunisienne de 2011, et le photographe Nadir Tari sont portés disparus en Libye depuis le 8 septembre 2014, date à laquelle ils se trouvaient dans la région d'Ajdabiya, dans l'est du pays. Manifestation des journalistes kenyans ce jeudi dans plusieurs villes du pays après la mort suspecte, selon eux, de 2 de leurs collègues. Cette mobilisation intervient au lendemain de la mort de Denis Otieno, journaliste indépendant, tué par 3 hommes armés d'une Kalachnikov. Selon eux, le meurtre de leur confrère serait lié à son travail. La semaine précédente, un journaliste du groupe Standard Digital, John Macha, est décédé chez lui. Une mort qui serait consécutive à un empoisonnement, selon sa famille. Les journalistes kenyans dénoncent, je cite, un grave climat de harcèlement. Il y a 2 ans, le virus Ebola se propageait en Afrique de l'Ouest. Au total, 11 000 personnes y ont succombé dans la sous-région 2 ans plus tard. En constatant que 2 des pays les plus affectés, le Libéria et la Guinée, avaient éradiqué la maladie, Abidjan a donc décidé de lever les mesures restrictives visant à s'en protéger. Officiellement, aucun cas lié au virus mortel n'a d'ailleurs été détecté en Côte d'Ivoire. Écoutez ce qu'en dit la ministre ivoirienne de la Santé, Raymonde Goudou Kofi. Le Conseil national de sécurité a constaté avec satisfaction la fin de la transmission de la maladie à virus Ebola en Guinée et au Libéria et a pris les décisions suivantes. La réouverture des frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria. La fermeture de l'aéroport spécial dédié aux passagers en provenance des pays affectés par la maladie Ebola. La poursuite de la sensibilisation des populations sur le respect des mesures préventives, à savoir le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, le nettoyage avec de l'eau de javel des espaces contaminés par les sécrétions des malades, la prudence en cas de manipulation de gibier, éviter de toucher, de transporter et de consommer du gibier trouvé mort en forêt, veiller à faire bien cuire la viande avant consommation et également la mesure qui déconseillait les accolades et le serrement des mains élevés. Voilà Raymonde Goudou Kofi, la ministre ivoirienne de la Santé, propos recueillis par Frédéric Gara. Et puis en bref, avant de refermer ce journal, la mort du ténor sud-africain Johan Botha, le chanteur d'opéra, est mort à Vienne où il résidait. Il avait 51 ans, né en Afrique du Sud, mais ayant aussi la nationalité autrichienne. Le ténor avait chanté sur les plus grandes scènes lyriques du monde. Afrique Soir sur RFI. Zéphirin Quadio.
RFI, minuit 45 bientôt ici à Paris, Afrique Soir, à suivre le journal des sports avec Christophe Jousset, les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Mais d'abord, l'invité de la rédaction. En France, il y aura donc bientôt un premier procès de l'affaire dite des biens mal acquis, celui de Théodorin Obiang Nguema, le fils du président équato-guinéen. Procès pour abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. C'est l'aboutissement d'une longue procédure dont l'un des moments les plus spectaculaires fut une perquisition dans son hôtel particulier de l'avenue Foch à Paris, où avaient été saisis 18 véhicules de luxe. Pour en parler, Nathalie Amar est en ligne avec Xavier Harel. Bonsoir Xavier Harel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez co-signé aux éditions La Découverte un ouvrage intitulé « Le scandale des biens mal acquis, enquête sur les milliards volés de la France-Afrique ». Depuis cette perquisition en 2011, l'État équato-guinéen aura beaucoup fait pour tenter de bloquer la procédure en faisant valoir notamment l'immunité de vice-président de Théodorin Obiang. Mais la justice a tenu bon. Oui, visiblement la justice n'a pas retenu cet élément qui était avancé par les avocats de Théodorin Obiang et considère que ces détournements n'ont absolument rien à voir avec son activité de vice-président, son activité de ministre en Guinée équatoriale et que donc il peut être renvoyé devant un tribunal en France. Est-ce qu'il est possible d'évaluer la fortune de Théodorin Obiang ? L'enquête en tout cas a permis de révéler une partie de son patrimoine et il est absolument colossal puisque ne serait-ce que cet immeuble avenue Foch qui fait 4000 m² est évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros. En fait, il dépasse même 150 millions d'euros. Il y a également de l'argent sur des comptes. Il y a un parc d'automobiles de luxe très très conséquent. Et puis la justice américaine également a enquêté sur le patrimoine de Théodorin aux États-Unis et a découvert qu'il avait notamment acheté une villa à Malibu pour 35 millions de dollars en 2006, ce qui en faisait à l'époque la troisième transaction la plus chère dans le domaine de l'immobilier aux États-Unis. Il a acheté des jets, des bateaux. La justice parle de centaines de millions d'euros de patrimoine. Donc des sommes évidemment colossales. Comment techniquement ont-elles pu être soustraites pour ce que l'on en sait aujourd'hui ? La justice française et également la justice américaine, parce qu'elles ont coopéré en la matière, ont pointé du doigt évidemment Somagui Forestal, qui est une société d'exploitation forestière. La Guinée équatoriale est riche de son pétrole, mais également riche de son bois. Et une grande partie de l'argent qui a été utilisé pour acheter aussi bien l'avenue Foch que la villa à Malibu, provient de Somagui Forestal et du trésor public équato-guinéen. Après, il y a évidemment le rôle important qui a pu être joué par la filiale de la Société Générale en Guinée équatoriale, qui a permis de faire remonter énormément d'argent, qui est également passé par les comptes de la Banque de France, et ça c'est quand même plus intéressant. Il faudrait comprendre pourquoi des dizaines de millions de dollars et d'euros ont pu transiter par les comptes de la Banque de France sans que celle-ci ne s'inquiète. C'est quand même assez surprenant. C'était à quel moment ça ? C'est de l'argent qui a circulé en 2004-2005, qui est allé aux États-Unis et qui a permis notamment d'acheter la fameuse villa à Malibu à 35 millions de dollars, qui a permis d'acheter un jet qui a également coûté 35 millions de dollars et un certain nombre d'automobiles de luxe et financer le train de luxe complètement hallucinant de Théodorin Obiang Nguema. Donc une fortune qui transite par moment par la France, en partie également par la Suisse, puisque ce sont, je crois, des sociétés suisses qui possèdent l'immeuble parisien de Théodorin Obiang. Tout à fait, il s'agit de 4 sociétés offshore qui détiennent par lot l'ensemble de l'immeuble de 42 avenue Foch. Là, il y a eu des demandes de coopération de la justice française pour savoir qui se cachait derrière ces sociétés offshore. Donc on imaginait bien que c'était Théodorin Obiang Nguema, donc il vivait dans cet immeuble, il y avait du personnel, donc il y avait tout un tas d'éléments anecdotiques qui permettaient de penser que c'était Théodorin qui était derrière ces sociétés offshore. Il fallait en avoir évidemment la certitude et donc ils ont demandé à la justice suisse de regarder un petit peu qui se cachait derrière ces sociétés. Et effectivement, il s'agit bien de Théodorin, sauf que la justice suisse a mis 2 ans et demi à répondre aux questions de la justice française. Donc la coopération judiciaire entre la France et la Suisse reste malheureusement assez difficile. Est-ce que ce procès-là pourrait faire avancer les choses en matière de coopération judiciaire et de lutte contre certaines formes de secrets bancaires ? L'affaire des biens mal acquis est extraordinaire. Il faut se souvenir que cette affaire a débuté il y a une dizaine d'années. La plainte remonte à la fin 2006. Nous sommes fin 2016. À l'époque, il y avait d'ailleurs peu d'espoir d'obtenir des résultats judiciaires. Cette affaire a prospéré et elle a créé un effet de souffle, notamment sur le continent africain, et je pense que c'est un des plus beaux succès de cette affaire d'une certaine façon. La question des biens mal acquis a été reprise par les sociétés civiles dans un certain nombre de pays, que ce soit au Togo, que ce soit au Congo, que ce soit au Niger. La question
de l'acquisition, de l'accaparement d'une partie de la richesse nationale par les régimes dirigeants, eh bien, est aujourd'hui posé. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que donc le volet judiciaire, disons, le volet équato-guinéen est fermé, donc Théodorin est renvoyé devant la justice. La justice enquête toujours sur le cas de la famille Bongo, de la famille Sassou, où il y a également des détournements qui sont assez conséquents, qui ont été documentés. Mais la prochaine étape, évidemment, et c'est celle que souhaitait mettre en lumière le CCFD, Sherpa, Transparency International, c'est le rôle joué par les grandes entreprises, notamment les grandes entreprises françaises qui ont travaillé dans ces pays, à savoir Total, BNP Paribas, Eramet ou un certain nombre d'autres grandes entreprises qui ont contribué en tout cas à ces détournements de fonds. Vous soulignez les enquêtes en cours concernant la famille Bongo et la famille Sassou Nguesso. Le procès Théodorin Obiang arrive, vous nous l'avez rappelé, après 10 années de bagarre. Ce sera la même chose dans ces deux autres procédures-là? Ce sera plus simple, ce sera plus compliqué? La question de savoir si l'on peut poursuivre un représentant politique en exercice pour des détournements de fonds ayant eu lieu à l'étranger, mais dont le recel est en France, cette question-là est tranchée. Et c'est ça qui a pris énormément de temps à établir. Donc aujourd'hui, si les juges d'instruction souhaitent renvoyer devant la justice des membres de la famille Bongo ou des membres de la famille Sassou, ça pourrait aller extrêmement vite, oui. Merci Xavier Harel d'avoir été en ligne. Je rappelle le titre de votre ouvrage aux éditions La Découverte, Le scandale des biens mal acquis, enquête sur les milliards volés de la France-Afrique. Voilà, Xavier Harel répondait aux questions de Nathalie Amar. Le rappel des titres de l'actualité hors Afrique, l'interpellation ce jeudi en France de 3 femmes radicalisées et fanatisées. Interpellation dans le cadre de l'enquête sur la voiture contenant des bonbonnes de gaz retrouvées en plein Paris le week-end dernier. Au total, ce sont 4 personnes qui sont actuellement en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Près d'1,5 million de fidèles ont afflué à la Mecque pour accomplir le Hajj, le grand pèlerinage musulman annuel qui avait été endeuillé en 2015 par une bousculade ayant fait près de 2300 morts. Ce jeudi, des milliers de fidèles se pressaient dans la grande mosquée pour tourner dans un mouvement incessant autour de la Kaaba, la construction cubique vers laquelle se tournent les musulmans pour prier. Et puis, suspension des premières élections palestiniennes conjointes depuis 10 ans. Les municipales prévues le 8 octobre étaient censées être le premier scrutin depuis 2006 à se tenir à la fois en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Cette décision intervient sur fond de querelle entre les deux grandes factions rivales du Fatah dominant en Cisjordanie et du Hamas qui gouverne la bande de Gaza sur l'approbation des listes de candidats. Et les sports, c'est avec vous Christophe Jousset. Bonsoir Christophe. Bonsoir Zéphirin. Et d'abord ce coup de tonnerre dans le football sierra-léonais. En Sierra Leone, la commission anticorruption a fait arrêter les 3 principaux dirigeants de la fédération de football. L'affaire est d'autant plus frappante qu'elle implique Isha Johansen, la présidente de la fédération, qui a bâti sa réputation sur la lutte pour l'intégrité. Thomas de Saint-Léger. Isha Johansen, Brima Camara, le vice-président de la SLFA, et Christopher Camara, son secrétaire général, auraient refusé à plusieurs reprises de répondre aux questions de la commission anticorruption du pays, questions portant sur de supposées incohérences dans les rapports financiers de la fédération de football, notamment sur l'utilisation de certains fonds alloués par la FIFA et par le gouvernement. On parle d'un montant de plus de 3 millions d'euros. Aucune inculpation n'a été signifiée pour le moment, mais cette affaire interpelle parce qu'elle concerne Isha Johansen, une personnalité connue en Afrique et dans le monde, une femme qui avait construit sa crédibilité justement sur la lutte anticorruption dans le football. Elle avait par exemple publiquement dénoncé l'implication de membres du gouvernement et d'hommes d'affaires sierra-léonais dans des affaires de matchs truqués, s'attirant de profondes inimitiés, notamment au ministère des Sports. Seule présidente de fédération en Afrique, son influence est importante et dérange certains dans son pays. Évidemment, cette arrestation la discrédite pour le moment parce qu'on ne sait pas vraiment s'il y a quelque chose de solide là-dessous ou si Johansen est victime tout simplement d'un coup monté. L'hypothèse n'est pas exclue. Dans l'actualité aussi, John Utaka en conflit avec Ismaili. Oui, le Nigérian a porté plainte auprès de la FIFA après avoir été licencié par le club égyptien alors qu'il avait signé un contrat de 2 ans en juin dernier. Les dirigeants d'Ismaili ont expliqué à l'ancien attaquant de Lens, de Rennes et de Montpellier notamment qu'il n'était pas au niveau. Soufiane Boufal ne jouera pas avant 1 mois avec son nouveau club Southampton. C'est ce qu'annonce son entraîneur Claude Puel. L'attaquant marocain transféré cet été de Lille a été opéré
opéré du genou droit au mois de mai. Et puis en Europe encore, les deux grands clubs de Madrid, le Real et l'Atlético, ont perdu en appel. La FIFA confirme qu'ils sont interdits de recrutement pour les 2 prochains marchés des transferts, c'est-à-dire en janvier et en août 2017. Ils ont l'intention tous les deux de saisir le tribunal arbitral du sport. Et puis Claude Leroy était l'invité de Radio Foot aujourd'hui. Oui, en avril, il était arrivé à la tête des éperviers du Togo avec un discours prudent. La qualification pour la CAN n'était pas sa priorité, c'est ce qu'il disait. 5 mois plus tard, on a dépassé ce débat sur la priorité. La qualification est une réalité. Le Togo a arraché dimanche le dernier ticket pour la CAN en battant largement Djibouti et en finissant parmi les 2 meilleurs deuxièmes des éliminatoires. Une qualification de plus pour Claude Leroy qui s'apprête à disputer sa 9e Coupe d'Afrique des Nations. 9 CAN jouées avec 6 pays différents. C'est incroyable. On est compte, la vieillesse étant un naufrage, ça me fait un peu peur quand je me retourne, mais ma première CAN, c'était en 86, quoi. C'est invraisemblable. Chapeau aux joueurs, au staff, on va y aller. Ce que répondent les gens, comme ça, je ne veux pas tout. On va y aller pour apprendre, quoi. Bon, il faut quand même regarder une chose, c'est qu'on est les derniers, qu'on est les 16e qualifiés. Vous me direz, on était aussi les 16e classés la dernière fois avec le Congo et on avait fini 5e de la compétition. Donc, si on pouvait rééditer un tel exploit, ça serait formidable. Mais bon, vraiment, pour le moment, il faut essayer de mettre en place une belle équipe qui joue bien au foot, quoi. Claude Leroy dans Radio Foot. International en athlétisme, la Ligue de Diamant 2016 va vivre sa dernière étape demain à Bruxelles. Avec peut-être un feu d'artifice dans ce final. En tout cas, 2 tentatives contre des records du monde sont annoncées et les 2 ambitieux sont des athlètes africains, médaillés d'or tous les 2 à Rio. L'Éthiopienne Alma Zayana sera sur 5000 mètres et le Kenyan Conseslus Kipruto sur 3000 mètres au steeple. Merci Christophe Jousset. À suivre une petite page de réclame avant le zapping d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Excellente soirée à l'écoute de RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris. Acteur central de la vie économique de la RD Congo, Albert Yuma Moulimbi est le grand invité de l'économie. PDG de l'entreprise publique minière Gécamine, c'est aussi le patron des patrons. Et alors que la croissance économique congolaise marque le pas, nous verrons comment réagit le monde des affaires et si l'industrie minière est mieux gérée. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris. Samedi, à partir de 10h10 TU. RFI. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Bienvenue, ce matin, vous réagissiez à la crise post-électorale au Gabon. 8 jours après l'annonce des résultats, comment sortir de l'impasse? C'est l'heure du zapping. Moi, je suis partisan du changement. Je pense que pour que les choses soient clairement entendues par la communauté internationale qui a demandé clairement à Ali Bongo de faire le recomptage des voix, je pense que Ping gagnerait à ce qu'il puisse accéder à la requête de la communauté internationale. Oui, moi j'estime qu'un recomptage des voix n'est certes pas légal, mais est légitime. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait se poser plutôt la question de la légitimité de cette élection. Je m'oppose à l'ingérence de la communauté internationale, que ce soit l'Union européenne ou l'Union africaine, sur le processus au Gabon, sur la base du principe de la souveraineté de mon pays. Et je dis, en droit international, le principe de non-intervention, c'est-à-dire le droit d'un État souverain à conduire ses affaires sans ingérence extérieure, est un principe coutumier universel. En Afrique, il y a des pays où la démocratie existe. Il y a des pays comme le Ghana. Pourquoi pas le Ghanéen? Pourquoi il ne peut pas venir? Pourquoi il ne peut pas être à la tête de l'Union africaine pour essayer de venir résoudre cette petite crise qu'il y a ici? Il faut d'abord que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer parce que le respect de la loi est de rigueur dans notre pays. Donc à partir de ce moment, la Cour va se prononcer et on verra qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais de toute évidence, les Gabonais doivent se parler, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. On va arriver à trouver des solutions.
Aujourd'hui, on lui dit, bon, alors, il y a une crise qui s'est installée au Gabon. Des gens sont en train de mourir parce que ces milices tirent sur les populations. Alors, allons-y au recomptage des voix puisque vous êtes sûr d'avoir gagné. Là, une fois de plus, il refuse. Alors, Ali Bongo n'aime pas la paix, il n'aime pas les Gabonais. Il ne veut surtout pas des solutions qui apportent des réponses claires et définitives. Et on se retrouve demain à 8h10 TU pour la libre antenne. Vos réactions sur l'actualité de votre choix, 33 9 693 693 70. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Lequeret, Sébastien Gédor. 2 jeunes militaires françaises reviennent de la guerre en Afghanistan. Avec leur section, elles arrivent à Chypre pour 3 jours de décompression, mais on ne se libère pas de la violence si facilement. Nous recevons cette semaine Delphine et Muriel Coulin pour Voir du pays, portrait tendre et ravageur de 2 filles qui décident de prendre leur vie en main. Tous les cinémas du monde, Elisabeth Lequeret, Sébastien Gédor. Samedi, à partir de 15h10 TU. RFI.